L'un des points les plus importants du développement web d'une application, c'est son architecture. L'architecture, c'est le squelette de tout ce qu'on va construire. Pensez à la première application que vous avez développée, la toute première application web que vous avez développée. Je suis très sûr qu'il s'agissait d'une architecture monolithique, c'est-à-dire une architecture où tous les composants, tous les services que vous offrez via votre application étaient tous réunis en un seul bloc et fonctionnaient tous ensemble. Mais si vous voulez, de façon efficiente, faire grandir votre application, passer probablement d'une centaine d'utilisateurs à probablement des milliers d'utilisateurs, il faudra penser à une architecture, par exemple, microservice, qui permet justement de séparer chaque composant et de les permettre de scaler individuellement. En fait, lorsqu'on parle d'architecture, beaucoup de personnes pensent juste à monolithique et microservice, mais il n'y a pas que ça qui compte en fait lorsqu'on veut faire le choix d'une bonne architecture. Ça dépend aussi de qu'est-ce qui entre en jeu dans votre application. Est-ce que votre application va être composée de plusieurs tiers, c'est-à-dire de plusieurs services différents par exemple? Est-ce que votre application va être hébergée totalement sur un seul serveur ou sur des serveurs différents, dépendant justement de l'application, de ce qu'elle va faire et de la politique de scaling? Est-ce que on opte pour un scaling vertical ou un scaling horizontal? Tout ça sont des topics qu'on pourra avoir l'occasion de revoir. Mais je passe de façon vraiment très brève pour dire, c'est pas le seul truc en fait qu'il faut considérer lorsqu'on pense à l'architecture d'une application web. Est-ce que vous optez aussi pour une solution sans serveur? Ça par exemple, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. S'il s'agit par exemple du Web 2, il serait intéressant d'aller pour une architecture client-serveur. Ou si vous êtes sur le Web 3, il s'agira peut-être d'une architecture peer-to-peer. Et tout ceci dépend en fait du contexte de quel type d'application vous voulez justement créer. Donc dans cette vidéo, on va essayer de façon très rapide, sans forcément entrer trop en détail parce que ça prendrait trop de temps, de façon très rapide, casser un peu tous ces systèmes microservices, monolithiques, peer-to-peer, client-serveur, etc. Essayez un peu d'expliquer assez rapidement pour que vous puissiez avoir une idée de ce que c'est et comment vous pouvez choisir l'architecture pour votre prochaine application web. On peut dire d'une architecture, d'une application web, un système qui va décrire individuellement chaque composant qui intervient dans la mise en place d'une application et surtout les liens d'interaction entre ces différents composants. L'architecture ici se comporte un peu comme le modèle, le squelette par lequel en fait tout ce qu'on va venir construire va s'appuyer dessus pour pouvoir bien fonctionner. Et l'architecture la plus populaire en fait restant le modèle client-serveur, il serait un peu irresponsable pour moi de commencer cette vidéo sans toutefois commencer par ce modèle parce que ce modèle est la racine, est le fondement en fait du web 2.0. C'est en fait le modèle incontournable, le modèle angulaire dont tout le monde a déjà testé si vous êtes un software développeur confirmé. En fait, c'est le modèle où on a le front-end, partie cliente et une partie serveur constituée en fait d'un back-end globalement parlant et des bases de données, etc. Et dans ce côté back-end, on a en fait toute la logique métier de notre application. Et on a aussi également parfois la base de données qui va résider en fait sur un serveur physique et qui va contenir toutes les données, qui va sauvegarder toutes les données liées à l'utilisation de l'application. Et c'est exactement à ce moment où on a différents niveaux d'architecture. On va dire que le premier niveau d'architecture, c'est où tous ces composants en fait existent sur un seul serveur, un seul serveur, où on a le client, le côté back-end et la base de données sur un seul serveur. Le deuxième niveau, c'est le niveau où le serveur qui contient le client va être séparé du serveur qui gère la logique. Et sur le serveur qui gère la logique, on va avoir le back-end, donc c'est-à-dire logique métier et la base de données. Et le deuxième niveau, en fait, c'est le niveau où on va faire une division. C'est soit le côté client et le côté serveur vont être hébergés sur une machine et la base de données hébergée sur une autre machine. Ou soit le côté client hébergé sur une machine et le côté serveur
et la base de données va être hébergée sur une autre machine. Donc c'est un peu ce jeu-là au deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est le niveau où chaque composant maintenant va être hébergé en fait sur une machine différente. Vous avez la partie client sur sa machine, la partie serveur sur une autre machine, la base de données sauvegardée sur une autre machine. Et pour que tout ceci puisse fonctionner normalement, on doit prendre en considération le principe de responsabilité unique où justement chaque serveur s'assure à ce que son service ou son composant fonctionne normalement. Donc ceci veut dire tout simplement que si on a 5 composants qui entrent dans la logique métier de notre application, on devrait tout simplement avoir 5 serveurs différents qui gèrent individuellement chaque composant. Et si on reste dans ce modèle, en fait, pour qu'il y ait interaction entre les différents composants, lorsque le client va faire une requête HTTP vers le serveur va ensuite comprendre la requête, interroger la base de données, récupérer les données, transformer et faire une requête HTTP au retour vers le client pour justement renvoyer le résultat. D'où donc le terme de client-serveur, donc un client qui demande et un serveur qui sert. Mais vous allez sûrement me poser la question, mais est-ce que c'est pas très long comme opération? On a le client qui va envoyer une requête au web serveur, le serveur va ensuite renvoyer vers le application server, donc le serveur d'application qui va ensuite interroger la base de données et ensuite va devoir faire le chemin inverse. Est-ce que c'est pas très long comme opération? En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsqu'on parle de serveur, on parle en fait d'un ensemble en fait d'applications serveurs, ok? C'est vraiment un sous-ensemble de plusieurs autres applications. Donc derrière, on peut avoir différents services qui font appel à différents composants, même des composants externes à notre application, par exemple des API externes ou d'autres microservices internes. Prenons un exemple clair. Lorsque vous êtes sur YouTube, par exemple, lorsque vous cliquez en fait sur une vidéo, ce que vous faites, c'est que depuis le client YouTube, vous envoyez une requête HTTP au serveur, donc c'est-à-dire à la partie serveur de YouTube, et cette partie serveur, c'est la partie dont vous ne voyez pas, et c'est dans cette partie là en fait que YouTube va, avec la base de données ou les différentes bases de données de YouTube, faire un ensemble de travail pour pouvoir populer et vous renvoyer le résultat, c'est-à-dire cette page où vous êtes actuellement en train de lire la vidéo, donc la page qui contient les commentaires, la description, les likes, etc. De façon très basique, la plupart des sites que vous utilisez, YouTube, Facebook, Twitter, je sais pas, les systèmes bancaires, etc., fonctionnent tous sur la base de l'architecture client-serveur. S'il y a une architecture aujourd'hui qui s'oppose au modèle client-serveur, en fait, c'est le modèle peer-to-peer. C'est pas un modèle tellement nouveau, puisqu'il a toujours existé, mais c'est un modèle qui est en train de prendre un peu plus d'ampleur avec l'avènement de nouvelles technologies comme la Web3. Il y a quelques entreprises qui utilisent quand même la Web3 et un exemple fondamental d'utilisation du modèle peer-to-peer aujourd'hui sur Internet, c'est la blockchain. L'architecture peer-to-peer, c'est un réseau en fait d'ordinateurs qui sont appelés encore des nodes et qui vont communiquer entre eux sans avoir besoin d'une machine principale encore appelée serveur. Donc contrairement au modèle client-serveur, il exclut la possibilité du SPOF, Single Point of Failure. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez en 2021 lorsque Facebook et toutes ses applications, WhatsApp, Instagram et tout, se sont arrêtés pratiquement pendant 12 heures de temps, tous au même moment. En fait, il s'agissait en fait d'un SPOF, Single Point of Failure, ou le fait que un serveur principal en fait qui s'occupait de l'entrée de toutes les requêtes Facebook, donc avait eu un problème et donc tous les autres services de messagerie, de notification, de newsfeed, de WhatsApp, de Instagram et autres ne pouvaient donc plus fonctionner parce que à l'entrée il y avait déjà un problème. Donc vous comprenez donc très rapidement qu'avec l'architecture peer-to-peer, on évite en fait ce type de problème qu'on peut rencontrer dans le modèle client-serveur. L'architecture peer-to-peer n'est pas seulement utilisée dans la blockchain. Il existe quelques entreprises qui l'utilisent quand même. Et ce sont des entreprises principalement dans le gaming et des entreprises dans le téléchargement de fichiers. Je pense par exemple à Pirate Bay, à uTorrent, BitTorrent, Starcraft, etc. Mais il reste clair qu'aujourd'hui, en majorité, l'architecture qui est utilisée sur Internet est plus du client-serveur. Et c'est là où je viens avec une toute nouvelle architecture qui me plaît particulièrement.
Je ne pense pas qu'elle soit très utilisée, pourtant elle est cool. Le problème aussi avec le microservice, c'est que à chaque fois que vous allez créer un nouveau service, vous aurez besoin de le déployer entièrement sur tout le réseau. D'où, par exemple, un scaling horizontal. C'est vrai qu'il y a des outils aujourd'hui pour pouvoir le faire. Je pense notamment à Kubernetes, etc. Mais ça reste un principal désavantage, en fait, des microservices. Il faut par exemple pouvoir gérer l'authentification sur tous ces différents services qui restent encore aujourd'hui un challenge, et donc chaque année il y a de nouveaux articles qui proposent des best practices pour pouvoir le faire. Donc ça reste globalement un problème. Mais l'architecture microservice, au-delà de ces petits problèmes de SPOF, etc., a quand même de bons points, des points très positifs. Par exemple, le fait que chaque microservice peut être développé avec son langage. Donc, quand je prends la page YouTube, on va par exemple avoir la barre de recherche qui va être développée par une équipe qui est vraiment dédiée à cela. On a les vidéos à droite qui vont être gérées par la team de recommandation, c'est-à-dire peut-être l'intelligence artificielle. On va avoir le frame qui fait le streaming de la vidéo, qui va être géré en fait par une équipe un peu plus dédiée à tout ce qui est streaming vidéo. On va avoir les commentaires, la description qui vont être gérés par d'autres équipes différentes. Donc voilà un peu aussi les avantages d'utiliser un modèle client-serveur microservice. Donc le dernier que je voulais vous présenter, c'est toujours un peu du client-serveur, mais c'est plus une amélioration du microservice qu'on va appeler serverless architecture. C'est un modèle qui va fonctionner comme s'il n'y avait pas de serveur en fait. Et c'est un modèle qui a commencé à grandir vraiment avec le cloud ces dernières années. Et un très bel exemple de cela, c'est Firebase ou encore des Cloud Functions. En fait, c'est des petits bouts de code qui vont faire des tâches très spécifiques et qui n'ont pas besoin de gestion des states de l'application. Donc, lorsque vous avez besoin de quelque chose ou de faire quelque chose, on va tout simplement déclencher en fait un événement qui va lancer en fait cette fonction, et la fonction va faire ce qu'il faut faire. Je prends le cas par exemple de l'envoi d'un mail, d'une notification, d'une sauvegarde dans une base de données. Donc tout ici est vu comme une action qui peut être déclenchée par un événement. Ça permet de ne pas gérer les states, donc l'état de l'application globalement, donc qui est un très gros problème dans l'architecture des systèmes. Donc l'état d'une application, c'est un très gros problème. En utilisant le serverless architecture, ça permet justement d'éviter et de ne pas trop gérer les états de l'application, mais de fonctionner plus avec des functions ou des cloud functions. Donc je résume totalement, on a notre architecture monolithique d'un site e-commerce qui va envoyer toutes les requêtes vers un serveur centralisé qui va gérer tout en interne, que ce soit les paiements, la sauvegarde en base de données, les commandes, etc. Ensuite, l'amélioration à ça, c'est de faire du microservice. De faire du microservice et séparer chaque composant et de le faire scaler individuellement. Et à ce moment, le client pourra faire des requêtes, par exemple, à un serveur qui va ensuite gérer la distribution de la requête à travers les différents microservices, formater le résultat et renvoyer au client. Il peut également interroger directement un microservice spécifique. Maintenant, l'amélioration en fait de cette architecture microservice, c'est le serverless architecture, où on va justement venir et le client va pouvoir déclencher grâce à des événements une action spécifique. Donc, si par exemple j'ajoute quelque chose au panier, on va déclencher en fait un cloud function qui m'envoie un mail pour me dire directement que j'ai ajouté tel produit au panier. Je devrais déjà penser à le commander. Donc ça, c'est globalement et de façon très simple, avec des exemples très précis, comment est-ce que l'architecture des applications web se fait aujourd'hui. Je ne suis pas allé en profondeur, j'ai essayé de rester vraiment au top pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, si vous êtes intéressé, on pourra faire des vidéos un peu plus deep. Comment j'ai l'authentification par exemple d'un système microservice, comment on fait scaler les différents microservices, etc. Je vous dis bye, à la prochaine.